Et dans 60 coups, il aura besoin d'encore plus de détails. Le vent, la présence des joueurs, leur poids, etc. Imaginez que ces boules interagissent entre elles. Imaginez que la boule noire parle à la boule blanche, la boule rouge dit à la boule blanche, allez, saute dans le trou. Imaginez toutes ces interactions possibles, ces billions d'interactions. C'est ça l'économie. On ne peut pas prévoir. Il y a tellement d'interactions qu'au fond, on n'a pas ce pouvoir. D'ailleurs, la plupart des économistes n'auraient jamais pensé gagner autant d'argent après la crise. Je veux dire, moi, je suis en train de lire, le livre de Cohen, qui est très bon, hein, La prospérité du vice. Moi, je trouve, en lisant ce livre, il nous explique pendant tout le livre pourquoi il y a du vice, l'économie se développe. Mais moi, je pense que le plus gros vice, c'est qu'un mec comme lui, qui n'est pas prévu la crise et qui a accès à tous les médias, vend autant de livres maintenant, quoi. C'est ça le vrai vice. Ça, c'est une prospérité du vice. Je veux dire, c'est une prospérité. Non, c'est vrai. Mais il y a un prix Nobel, Scholz, celui qui a fait l'équation de Black-Scholes, l'équation de la finance. Scholz avait été dans un fonds, LTCM. Scholz était l'un des membres fondateurs de la TCM. La TCM s'est effondrée. Mieux que ça tout le monde connaît. Mieux que ça. 3 ans après, Scholz participe à un autre fonds, Platinum Growth. Platinum Growth aujourd'hui s'est effondré à cause de la crise. On se demande au fond. Très bien sûr, un dernier, j'en ai un là, qui m'est venu en tête tout de suite là. 2 très bons économistes, Tesmar et Landier, qui 1 mois avant la crise ont écrit un article dans les Échos en disant que le méga crash n'aura jamais lieu. Excellent. C'est excellent ça quand même, allez le faire. Je veux dire, moi, même dans le doute, je rentrais des États-Unis, je ne travaille pas dans la finance, hein. Aux États-Unis, parce qu'il y en a un des 2 qui est prof à NYU. Moi je ne suis pas prof à NYU, j'étais en vacances à New York, mais déjà on sentait qu'il y avait la crise quand on parlait moi j'ai un ami qui vit là-bas, quand je parlais, il dit oulala, ça va très mal l'économie. Et lui, il y en a un des 2 qui est prof à NYU, donc il est quand même proche de là où ça se passe, pas proche du séisme. Et 1 mois avant, dans les Échos, ils ont dit que le méga crash n'aura pas lieu. C'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Et le mot de la fin, cet homme-là que vous voyez tous, il s'appelle Larry Ford. Pourquoi est-ce qu'il a des plumes sur la tête? Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se prend pour un voodoo et en même temps conseiller financier. Il a un peu cette double casquette ou ce double autre chose qu'il met sur la tête. Et l'idée derrière cet homme, c'est très simple. Il s'est dit, à un moment donné, il a senti que conseiller financier, ça ne l'accomplissait pas. C'était pas assez. Il est allé au Tibet, il a fait un mois de formation, il est devenu chaman, maintenant il appelle les esprits et guérit des gens. Alors, il y a plein qui rigolent et qui écoutent de rire, mais on se demande qui est le plus fou entre les 2. Est-ce que c'est le conseiller financier ou est-ce que c'est le voodoo? Est-ce que c'est le chaman? Qui est plus utile pour la société? Le mec qui guérit, le mec qui... Même s'il donne des illusions aux gens, il leur dit oui, vous allez guérir. C'est qui est plus utile? Le conseiller financier ou le voodoo? Et ce qu'il voulait, au fond, il voulait toucher les gens, pas de manière, dans le sens poétique du terme. Il voulait se rapprocher des gens, parce que le banquier aujourd'hui s'est tellement distancé des gens, il ne peut pas mettre dans ses équations et dans ses algorithmes une poignée de main, il ne peut pas mettre la fixité d'un regard, il ne peut pas mettre ces choses en équation. Donc il s'est mis à écourter ses entrevues, ses entretiens avec ses clients, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des crédits hypothécaires qui ne valent rien. Le banquier s'est perdu sur la route. Et pour reprendre une phrase de Keynes, on aura compris l'économie quand on mettra l'économie derrière les comportements humains. Ok, merci pour tout. Hein. Vous avez des questions? Peut-être pas, mais c'est pas grave, si vous n'en avez pas, on n'est pas vexé. Oui, bien sûr. Oui. Comment vous faites avec votre analyse de la reprise en gros pour l'adapter avec votre société de conseil, GBT Conseil, dans les conseils que vous donnez justement à vos clients? Alors moi, mes clients, tu sais, c'est ceux des... C'est-à-dire, quels clients? C'est-à-dire les compagnies pétrolières ou les gouvernements? Oui, les clients, vous savez. Est-ce que vous vous servez de votre analyse pour justement mieux conseiller vos clients? Bien sûr, mais moi, mes clients, en fait, ce sont souvent des pays producteurs de pétrole. Donc, tu vois, ils sont surtout intéressés sur quel va être le prix du pétrole à moyen ou long terme. Parce qu'en fait, leur recette budgétaire dépend à 80% souvent, notamment dans des pays comme le Congo-Brazzaville, 80% des prix du pétrole. Donc eux, la crise, le Congo, il n'a pas subi puisqu'il est très pauvre. Hein, même s'il l'a subi, il était déjà pauvre, quand tu comprends. Donc eux, surtout, la première chose qui est... Non, mais tu vois, c'est pas... les pays africains, on n'en parle même pas quand on voit sur la carte. Mais en fait, sa production, son économie est reliée directement à 90% des exportations du pétrole. Donc souvent, eux, la première question qu'ils ont, c'est est-ce que le prix va augmenter ou est-ce qu'il va baisser? Parce que s'il augmente, ils sont plus riches, s'il baisse, ils sont plus pauvres. Voilà. Et donc moi, ma position, et même déjà
avant que je finisse ma thèse, j'avais bossé pour l'Union Européenne, ma position c'est toujours que le prix ne pouvait qu'augmenter. Moi je me souviendrai toujours quand même, bon, j'ai des anecdotes, mais quand je faisais ma thèse, je pensais que le prix devait dépasser 100 $. Et j'avais envoyé une série aux revues financières, et la plupart des gens disaient c'est impossible, parce qu'à l'époque le prix il était à 20 $. Ils disaient c'est impossible, mais pourquoi il augmenterait, tu vois. Et moi je savais que les modèles étaient faux, parce que le modèle ne prenait pas en compte une chose, c'est la demande chinoise. Le World Energy Outlook, qui est le porte-parole des pays de l'OCDE, le World Energy Outlook 2000 a prévu un prix en 2010 à 24 $. Et un prix en 2020 à 28 $. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la demande chinoise. Alors que la demande chinoise, c'est la chose la moins opaque. C'est-à-dire l'offre est très opaque, parce que l'OPEP ne dit pas combien elle produit. Vous voyez? La spéculation, on n'arrive pas vraiment à savoir. Vous voyez, le cours du dollar, ça devient très compliqué. Je veux dire, la demande, c'est relié à la croissance directement. Et eux, ils n'ont pas pris en compte finalement la chose la plus simple. Ils s'étaient trompés. Voilà. Donc moi, je travaille surtout sur les prévisions des prix du pétrole, parce qu'on parle comme ça, on dit ils se sont trompés, ce n'est pas grave. C'est vrai que même quand mon premier livre qui était sur le pétrole, on avait beaucoup parlé de cette erreur-là. Le mec du World Energy Outlook, là, de l'AEU, se dit bon, c'est pas très grave. Mais chaque dollar en moins, par exemple pour un pays comme le Congo, c'est 85 millions de dollars en moins dans ses recettes budgétaires. Donc quand il se trompe par exemple de 19 $, ça fait 500 millions de dollars en moins dans le budget. Vous vous rendez compte? L'aide humanitaire dans ce pays-là, tout compris à toutes les aides, c'est 20 millions de dollars par an. Vous vous rendez compte? Donc quand tu perds 500, tu perds plus de 20 ans d'aide. Donc moi c'est là-dessus en fait que je bosse surtout, sur les prévisions des prix. Voilà. C'est pas sur la reprise, je bosse pas avec le gouvernement français qui lui dit oh là là, je bosse avec surtout des petites sociétés pétrolières qui interviennent, pas totales, avec des petites qui interviennent dans le golfe du Guinée, et avec des gouvernements de pays africains qui eux ne pensent surtout qu'au prix du pétrole. Voilà. Oui. J'ai eu plus une question sur la reprise en haut, j'ai pas très bien compris. Alors, donc la reprise en haut, c'est je crois qu'on va reprendre. On a donc les facteurs dont vous avez parlé qui font qu'on va peut-être avoir une reprise. Et après, ça se passe quoi? En fait, alors, tout simplement, on est en plein décollage, on est en pleine croissance, il ne faut surtout pas que les coûts augmentent, parce qu'on est en pleine croissance, et là les coûts augmentent, pourquoi? Parce que le prix du pétrole augmente. Et en fait, c'est cette augmentation des prix du pétrole qui plombe la reprise. Et alors, après, c'est une reprise en haut, c'est cercle vicieux, quoi. Tu vois, on est de nouveau par terre, et si on reprend, bon. En fait, il faudrait se coordonner. La solution, c'est quoi? Il faudrait se coordonner, justement, avec l'OPEP. L'OPEP nous dit le prix est très bien, on n'a pas bougé le prix, il est très bien, il n'empêche pas une reprise. À l'heure actuelle, c'est vrai, c'est déjà cher, hein, 80 $. Il y a 10 ans, il était à 20 $. Il est quand même 4 fois plus élevé, mais là, les gens se disent oui, ça ne permet pas de stopper la reprise. Moi, je suis d'accord, à l'heure actuelle, mais le jour où il y aura une reprise, si la demande passe au-dessus, le prix monte. Donc il faudrait en fait que, je sais pas, il faudrait une espèce de coordination avec l'OPEP pour qu'ils ouvrent les robinets, pour qu'ils jouent le jeu, pour qu'ils ouvrent les robinets dès qu'il y a les premiers signes de reprise, quoi. Il ne faut pas attendre que le prix augmente, parce qu'on attend que le prix augmente, c'est mort. En fait, c'est mort, parce qu'eux, ils ont besoin de 6 mois au moins avant de remettre, d'ouvrir petit à petit les robinets jusqu'à ce que les robinets, en fait, l'offre se supérieure à la demande et que le prix se restabilise à un seuil qui sera toujours élevé, mais qui sera autour du seuil d'aujourd'hui. Moi, je pense même qu'ils diront 100 $, parce que chaque fois que le prix augmente, tu dis, le bon prix, au début, on dit, le bon prix, c'est 60, quand le prix est à 40. Puis ils disent, le bon prix, c'est 80. Puis quand le prix sera au-dessus, ils diront, le bon prix, c'est 100, et ainsi de suite. Ils augmentent toujours le bon prix. Mais pourquoi l'OPEP aurait intérêt à jouer à ça? Si le prix augmente, ils vont les mêmes quantités, mais ils gagnent 4 fois plus. C'est super pour eux. Et en plus, c'est une stratégie de long terme. Vous savez que quand le prix est haut, on exploite du pétrole non OPEP, et quand on exploite du pétrole non OPEP, on épuise les autres réserves, alors que l'OPEP produit par quota. Et donc au final, l'OPEP se retrouvera, il accroît son pouvoir de monopole au fur et à mesure qu'il exploite les autres. Donc finalement, il n'a aucune raison de vouloir être en coordination avec nous. Pourquoi? Si le prix augmente, il est très content. Donc lui, il dit, le prix est parfait pour la reprise, mais il sait très bien que dès que la demande va augmenter, il va y avoir un prix qui va s'élever. C'est ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Si je peux ajouter quelque chose, mais peut-être que la deuxième fois, on aura compris. Hein. Une fois qu'on se sera pris la deuxième fois, on dira, bon, peut-être cette fois-ci, il faudrait se coordonner. Paradoxalement, en fait, le plus grand risque pour l'économie aujourd'hui, c'est une reprise. Une reprise qui pourrait relancer le prix du pétrole, qui alors plomberait l'économie, d'une part. D'autre part, une reprise qui donnerait la confiance à la Banque centrale américaine, qui se remettrait à hausser les taux. Hausser les taux, ça donnerait les mêmes risques sur les crédits hypothécaires, ce qui replomberait l'économie. Donc il y a ce double risque dans la reprise en haut. C'est ça l'idée. Oui.
Alors je tiens à vous remercier d'abord de cette présentation très rafraîchissante qui change un peu avec les présentations des économistes qui